monde à peu près. Bonjour chers auditeurs, vous écoutez Le Monde à peu près, émission diffusée par notre groupe Artemus. Au micro de présentation, Eva. Je suis ravie de vous retrouver ainsi que les membres de notre équipe habituelle, Lamine. Bonjour. Ludovic. Bonjour. Et Nicolas. Bonjour à tous. La première invitée du Monde à peu près cette année est Radia Oulepsir. Bonjour Radia. Bonjour. Avant de vous présenter Radia et puis vous donner la parole, je rappelle nos auditeurs que Artemus organise des conférences et vous propose des podcasts sur divers sujets. Vous pouvez nous retrouver sur des plateformes comme YouTube et Odyssée et sur divers réseaux sociaux, notamment sur Facebook. Notre page Facebook s'appelle Artemus Belgique, ainsi que sur Telegram, où vous pouvez chercher Artemus officiel. N'hésitez pas à vous abonner à nos contenus et de liker et partager nos enregistrements. Cela nous aidera pour un meilleur référencement. Toutes ces informations, d'ailleurs, pour savoir où nous retrouver, pour visionner les conférences et écouter nos podcasts, se trouvent également sur notre page web Artemus Info. Ici aussi, je vous invite à vous inscrire à notre newsletter pour être tenu informé de nos prochaines conférences. Et à propos de nos conférences et de nos podcasts, nous vous rappelons également qu'Artemus ne partage pas forcément l'avis de nos invités, nos chroniqueurs et de nos conférenciers. Ils parlent en leur nom propre et non au nom d'Artemus. Car le but d'Artemus est simplement de donner la parole à tous ceux qui ont un sujet à développer avec une argumentation valable et qui sont dans la légalité selon la loi en vigueur. Et justement, Radia, vous êtes venue nous parler d'un sujet d'actualité. On y vient tout de suite, mais avant, Radia, vous êtes maman de 4 enfants, d'âge de 10 à 20 ans. Vous êtes franco-algérien et vous vivez depuis 23 ans en Belgique. Oui, tout à fait. Vous avez une chaîne YouTube, Omri, ça s'écrit O-M-2-R-I, O-M-2-R-I, où vous évoquez des sujets qui vous tiennent au cœur. Vous avez aussi créé l'ASBL Cercle de la Boétie en 2020 pour retrouver vos auditeurs personnellement et discuter des sujets évoqués dans vos vidéos. Vous avez aussi écrit un livre entre 2017 et 2018, le titre « La Muse ». Droit de réponse. C'est en 3 tomes et la tome première est déjà en lecture gratuite en ligne. Oui, tout à fait. Radia, souhaitez-vous ajouter quelque chose à cette brève présentation? Non, c'est parfait. Voilà. Et une dernière chose, le sujet qu'on voudrait évoquer avec vous aujourd'hui est le protocole obligatoire d'éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle des enfants, le fameux EVRAS. Oui. Alors, effectivement, EVRAS est, un décret qui a eu lieu en 2012 sous, la gouvernance en tant que ministre de Marie-Dominique Simonet, après le lobbying des plannings familiaux, et notamment celui de la Fédération laïque des plannings familiales tenu pour directeur avec M. Nicolas Menskart. Et donc, bien que ce soit des préconisations qui viennent de l'OMS, mais bien avant de venir de l'OMS, ça vient d'associations fédérales allemandes, BZGA. Et donc, il y a beaucoup de sociologues à l'intérieur qui ont fait donc du lobbying auprès de l'OMS pour qu'il y ait une standardisation concernant la sexualité des Européens à travers donc tous les pays d'Europe. Et ça a été donc repris par l'OMS en 2010 et traduit notamment en français par des associations suisses, puisque c'était en allemand entre-temps. De là, il faut savoir aussi que les plannings familiaux, je ne sais pas si vous dites planning familial ou planning familiaux, pour moi ça dépend, mais bon, on aura compris, avaient donc une utilité surtout auprès des adolescents et étaient des acteurs extérieurs à l'école. Donc, il faut savoir aussi, quand on évoque les principes directeurs de l'UNESCO, les principes directeurs de l'UNESCO, de ceux de 2010 dont on évoquait déjà la base pour pouvoir faire toutes les thèses qui en ont découlé par la suite, évoquaient la sexualité des adolescents et la prévention face au sida. Il faut savoir que les principes directeurs de l'UNESCO ont été changés en 2018 après l'élection qui a dû se produire en 2017 au sein de l'UNESCO,
où en premier lieu, nous avions un Qatari qui a gagné l'élection et où nous avions Audrey Azoulay étant venue en deuxième position. Après, je pense, des négociations faites par Macron, on a fait en sorte finalement de mettre Audrey Azoulay en tant que première directrice de l'UNESCO et qui était suivie en troisième position par une autre femme dont j'ai oublié le pays d'origine qui était venue lors des élections. Donc, on a eu à la tête en 2017 Audrey Azoulay et toujours le lobbying de BZGA, donc de l'Agence fédérale de la santé allemande. Et là, on y a intégré dans les principes directeurs de l'UNESCO les enfants, tout comme ça avait été fait en l'OMS en 2010. Mais concrètement, ce qui vous dérange, c'est ça, on va dire. Parce que le programme EVRAS, il y a quand même beaucoup de gens qui trouvent ça intéressant ou qui ne sont peut-être pas informés de ce que ça représente. Mais à partir du moment où on arrive vers les enfants, c'est là que vous commencez à vous opposer à ce programme. Oui, moi je ne suis pas contre de la prévention au niveau sexuel pour des adolescents de 15 ans, mais je n'estime pas légitime déjà d'avoir évincé les parents sans une concertation démocratique avec les principaux protecteurs de leurs enfants, que l'on invective comme des sources plus de problèmes et qu'on délégitimise et décrédibilise dans leur autorité parentale. Donc, il y a déjà de cela, mais c'est tellement transversal qu'il y a beaucoup d'acteurs qui se sont accaparés la question et qui se mettent main dans la main, finalement, pour faire une guerre aux parents, pour leur arracher l'autorité parentale à travers le biais, soi-disant, de la santé. Et donc, je fais et j'évoque toute l'évolution, puisque je fais de la veille depuis 2015 où je manifeste. J'ai manifesté depuis 2015. Alors j'explique très bien mon positionnement d'être anti-gay pride. Et être anti-gay pride, ce n'est pas être homophobe, c'est juste être pour du civisme public, parce que quand on voit ce qui se passe dans les gay pride, il y a vraiment à dire et à redire. Et ensuite, on s'étonne finalement de la dégénérescence. Mais pourquoi je suis contre la gay pride ? Qu'est-ce qui vous dérange dans les gay pride ? Ce que je conteste dans la gay pride, c'est des atteintes à la pudeur et aux mœurs, puisqu'il y a des mineurs qui circulent dans les rues et de voir des personnes dénudées et simulant des actes sexuels. Je ne trouve pas cela normal, même en temps de fête, premièrement. Deuxièmement, à chaque fin de gay pride, il y a eu des acquis politiques, soit qui soient nobles pour la cause LGBT, oui, mais jusqu'à un certain seuil, tant qu'elle n'empiète pas sur le droit des familles nucléaires. Et à partir du moment où on vient faire de l'ingérence à l'intérieur des foyers, des couples hétérosexuels avec la tête de leurs enfants, là, il y a une ligne rouge à ne plus franchir. Vous pouvez donner un exemple d'acquis pour la cause LGBT que vous trouvez acceptable ? Ah oui, pour le travail, pour de la non-discrimination dans les soins de santé, de la non-discrimination à l'embauche, de la non-discrimination, bien sûr qu'on est à leur côté. Mais c'est pas le sujet, mais j'ai posé la question, mais personne ne se promène avec un post-it sur le front marqué homo ou hétéro. Exactement. Voilà. Donc ça va un peu de soi, la discrimination, ça concerne tout le monde en fait. Bien sûr. Et la non-discrimination, bien sûr. Bien sûr. C'est-à-dire que moi, je pars du principe que on n'a pas à étaler sa sexualité au niveau public. Si on veut préserver une société dite avoir un minimum de décence et de mœurs, acceptable pour un réel vivre ensemble, on n'a pas à infliger des ébats dits privés sur l'espace public. Et là où il y a des enfants. Il ne faut pas coloniser les enfants par la sexualité. Et ne pas les coloniser par la sexualité, c'est aussi faire en sorte que les rues, et qu'il y ait des verbalisations faites par nos policiers. Puisque dans le code pénal, on a bien des articles dans le code pénal concernant l'atteinte aux mœurs. Et ça n'a jamais été fait, en fait, de verbaliser aussi bien la jeunesse que les adultes qui avaient des comportements indécents en rue. Ce qui fait qu'on a glissé et on a été dans un certain laxisme pour nous faire finalement avaliser par la suite tout ce que nous voyons aujourd'hui. Et en fait, souffler le chaud et le froid. Il y a un moment donné où il faut vraiment être très cohérent.
Oui. Juste une petite question de détail. Pourquoi vous parlez des enfants de 15 ans et pas de 16 ans, par exemple ? Non, quand je dis 15 ans, c'est parce que je pense que l'âge réellement des pulsions sexuelles arrive plus ou moins à cet âge-là. Faire de la prévention, par exemple, parler aux jeunes filles à 12-13 ans des règles, on n'en a pas besoin puisque les mères font déjà le nécessaire auprès de leurs filles, auprès de leurs enfants, pour leur expliquer comment cela arrive. Quand bien même il y aurait des parents qui ne soient pas réellement à l'aise avec cela, il faut pouvoir laisser le choix aux parents de faire en sorte d'avoir des endroits tiers. Il y en a déjà, c'est pas le problème, pour s'occuper de cela. Mais le problème, c'est de nous mettre au pied du mur en ne nous laissant pas le choix, sous couvert de pseudo-égalité qui n'en est pas, pour nous infliger cette dictature en fait de la pensée auquel il n'y a eu aucun débat démocratique concernant les VRAS. C'est bien, on retombe dans le sujet qu'on avait abordé, qui est Evrast. Premièrement, j'ai juste quelques commentaires à faire par rapport aux remarques qui ont été faites, notamment sur la discrimination à l'embauche. Je veux dire, à un moment donné, je ne sais pas si légiférer sur la discrimination à l'embauche est une bonne chose. En ce sens que si le patron n'aime pas votre gueule, il n'aime pas votre gueule, quoi. La discrimination, ça existera tout le temps et toujours. Vous avez beau vous battre contre. Si vous forcez un patron à vous engager parce qu'il n'aime pas votre gueule, ça va mal se passer. Enfin bref, ça c'est une parenthèse. De plus, l'embauche, c'est par définition de la discrimination. Tout à fait, tout à fait. Pour revenir à nos moutons qui sont Evrast, alors moi je vais me faire l'avocat du diable. Vous allez pouvoir répondre justement, c'est que finalement on est rentré dans une société moderne où il y a l'accès aux écrans partout, et qui dit accès aux écrans partout, dit accès au contenu pornographique partout. Donc ils vont vous dire, ceux qui vont vous contredire vont vous dire oui mais écoutez, il faut bien les éduquer concernant cette pornographie auxquels ils vont être confrontés. Donc qu'est-ce que vous avez à répondre par rapport à cet argument qu'on pourrait vous opposer? Si tu as quelque chose à ajouter, vas-y. En résumé, vu l'époque que nous vivons, est-ce que ce combat est vraiment utile? Est-ce qu'il sert à quelque chose? Est-ce qu'on peut le faire? Parce que finalement, c'est coincé de partout, on pourrait dire. Ah non, je ne pense pas. Je suis bien plus optimiste que cela, mais le problème, c'est que quand on n'a pas l'historique en tête, on ne sait pas par quel biais prendre le problème. Alors, comme je vous disais, donc il y a eu des politiques qui ont pris des décisions, mais depuis quand, en fait, au sein de la Fédération Wallonie-Bruxelles, on se substitue aux parents? Le protocole de 2013 disait bien que nous ne nous substituons pas aux parents, mais nous sommes complémentaires. Pour dire que vous êtes complémentaires, il faudrait déjà nous avoir avertis de la chose, ce qui n'a jamais eu lieu en tant que parents. Donc, ensuite, au nom, soi-disant, de la non-discrimination et d'une égalité et sous couvert de santé, on nous spolie notre autorité parentale de dire quelque chose, et avec le nouveau décret 2023, l'aspect de non-substitution aux parents n'apparaît plus. Donc, en 10 ans, il y a eu les lobbies LGBT qui ont fait pression, les plannings familiaux laïques qui ont fait en sorte d'évincer, par exemple, les acteurs externes tels que le planning, mais qui avaient donc une autre vision par rapport à la sexualité, c'est-à-dire d'être tout simplement pronataliste, en disant qu'il fallait qu'ils prennent leur temps, qu'ils ne se pressent pas, qu'il y avait des priorités, qu'ils pouvaient en parler, que d'aimer les personnes et les pulsions, c'était naturel, mais qu'il fallait prendre son temps. Ce genre de discours est insoutenable pour le CAL comme pour les fédérations laïques. Donc la labellisation est une discrimination pour évincer tous ceux qui ont un autre discours sur l'approche sexuelle, de la sexualité c'est un oxymore, sexualité des enfants. J'ai failli faire cette erreur, puisque comme vous voyez, une certaine... c'est une pédopsychiatre, je suis même pas une pédopsychiatre, c'est une psychiatre pour adolescents à la base, qui s'appelle Sophie Maas, qui est à l'ULB et au Domaine, ça s'appelle au Domaine, à l'hôpital Le Domaine, qui est géré par l'ULB. La majorité des études qui sont faites par l'ULB. Alors, je me suis amusée à les reprendre de 2003 à 2021. En 2013, nous avions un budget, soi-disant, pour les VRAS de 300 000 euros. Les autres années, ça a été augmenté, 400 000, 500 000, 600 000 euros. Dans le dos des familles, les parents n'étaient pas au courant qu'on faisait déjà de l'EVRAS en maternelle et en primaire, contrairement aux affirmations de la ministre Caroline Désir, qui dit qu'il n'y a pas d'EVRAS
en maternelle et primaire, mais que ça va commencer en 6e primaire. Faux, c'est un mensonge éhonté. Excusez-moi, toutes ces informations, là, ce que vous affirmez, on les trouve où? On peut vérifier ça où? Sur ma chaîne, déjà, je donne suffisamment de preuves, mais surtout, je m'attelle à faire une vidéo récapitulative des 10 ans d'Evras. Et en maternelle, concrètement, comment est-ce qu'on fait? Mais excusez-moi juste, est-ce qu'on retrouve ça dans les documents officiels? On peut lire ça Non, quelque carrément, part, ce que vous dites là, vidéos. sur le fait que les petits auront aussi le programme EVRAS. Est-ce qu'on trouve ça quelque part? Est-ce qu'on a une source officielle? Oui, tout à fait. Il y en a beaucoup, en fait. C'est très transversal. En tout cas, je peux vous dire que l'autre école qui se situe à Watermel-Boisfort a bénéficié, avec le planning familial de Watermel-Boisfort, de cette école qui était expérimentale déjà en 2013 sur les maternelles et primaires, qui ont obtenu et qui ont été filmées par le CAL audiovisuel du CAL, et avec Anno Dara et plein d'autres, et le directeur d'école de l'époque, donc il y a un film déjà de 2013 où on voit clairement que l'éducation sexuelle est donnée aux 3e et aux premières années primaires. Et en maternelle, alors, ça se traduit comment, les programmes? Qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on fait faire aux enfants? Alors, soi-disant, ils abordent la sexualité par palier. Ce qui est faux, puisque on a déjà les preuves des 10 dernières années où il y a eu beaucoup de débordements et de familles qui sont allées se plaindre auprès des directions d'école et qui leur ont dit de toute façon c'est obligatoire, c'est dans les missions de l'école, en gros vous n'avez rien à dire. Et il y a eu des enfants qui ont été choqués et qui ont dû aller auprès de pédopsychiatres. Il faut savoir qu'au niveau de l'Evras, il n'y a aucune étude pédopsychiatrique. Cette approche est sociologique. Il n'y a aucun professionnel pédopsychiatre, hormis ceux qui sont promotionnés par l'ULB, et les études de l'ULB de Promesse et du SAIPS de 2015. Alors, j'aimerais comprendre, moi, en 2003, on nous dit que 20% des enfants n'ont pas reçu d'éducation sexuelle. On parlait à l'époque des adolescents. D'accord ? On ne parlait pas des enfants. On parlait des adolescents. 10 ans après, on se retrouve toujours avec 20%. En 2018, parmi les études encore de l'ULB, on se retrouve toujours avec 20% des écoles et des élèves qui n'auront pas eu d'éducation sexuelle. Mais entre-temps, on a quand même des deniers publics de 600 000 € annuels. Et si je vous donne le dernier audit évaluatif de ce que ça va coûter 3 500 000 annuels. Et j'ai les prévisions, donc en fait des budgets, des budgets qui vont être alloués, ne serait-ce que pour les classes de 6e primaire et de 4e secondaire. Donc ça veut dire que moi j'estime que ce qui s'est passé par rapport aux familles, c'est un rapt de l'autorité parentale, antidémocratique, et aussi on a évincé la communauté musulmane, notamment le pouvoir organisateur musulman, de ces discussions dès le début, puisque en 2011, les différents protagonistes étaient essentiellement les plannings familiaux, les ultra-féministes, que j'appelle les ultra-féministes, les associations ultra-féministes pro-IVG. Et l'EVRAS est un outil en fait d'endoctrinement pour entrer dans les écoles, pour faire de la propagande pro-IVG, pour faire dépénaliser totalement l'avortement. À la sortie des manifestations de 2023, nous avions le parti écolo et PS qui ont remis sur la table une loi pour rouvrir la question sur l'avortement. Mais pourquoi on aurait évincé les organisations musulmanes ? Parce qu'on les considérait toujours comme des extrémistes, des freins, puisque vous avez aussi Madame Sylvie Losberg du CAL qui estime que les parents sont des freins comme les directions d'école, puisque nous avions encore de 2013 jusqu'à 2023, les directeurs d'école et les pouvoirs organisateurs étaient encore assez libres et indépendants. Sauf qu'on on a enlevé l'indépendance au pouvoir organisateur graduellement ces dernières années, de manière finalement à faire plier les directions d'école, comme imposer aux parents finalement la vision des plannings familiaux. D'ailleurs, de toute façon, aujourd'hui, toute contestation dans tous les domaines est considérée comme extrémiste. Alors, est-ce que vous considérez qu'on a affaire à un extrémisme laïque ? Tout à fait. Oui. Tout à fait. Mais il ne s'agit même pas que de cela. Parce que moi, je n'ai pas de problème avec les personnes qui se disent laïques à partir du moment où leur conception n'empiète pas sur les miennes. Et donc, le vivre ensemble, c'est aussi se respecter mutuellement, mais trouver une zone intersectionnelle où on puisse s'entendre sur l'essentiel. Quand on est évincé dès le début et qu'on est montré du doigt sous couvert soi-disant de non-discrimination et qu'on fait ses thèses sur le dos
d'une composante de la société, il y a un problème fondamental de démocratie, mais aussi de pouvoir être représenté à un niveau public. Après, il y a des... Attends. Après, il y a des parents, Evras, vous leur en parlez, ils sont joyeux, ils sont contents. Qu'est-ce qu'on fait ces gens-là? Je pense qu'ils n'ont pas en fait conscience de l'envers du décor, puisque j'ai demandé un droit de réponse à la RTBF et que j'ai été aussi interviewée par la RTBF. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris avec moi 2 parents qui m'ont filmé, qui ont filmé tout l'interview. Et 6 jours après, heureusement que je l'avais mise en ligne le jour même, 6 jours après, vous avez tout un autre tableau qui a été fait sur ma personne et sur les manifestations que nous avions fait au 17 septembre, en montrant comme nous serions des extrêmes droites et des islamistes qui se donnent main dans la main. Et on a demandé avec mon avocat, Maître Lépinois, un droit de réponse à la RTBF. Et vous avez le directeur de la RTBF qui a démenti et qui a dénié notre droit de réponse quand même pour une institution qui est payée par nos deniers publics. Et finalement qui est tout aussi démocratique, mais on se demande si elle ne fait pas plus la propagande de l'État et de Caroline Désir, la ministre Caroline Désir, que un réel... Je vais vous répondre à votre question. Oui, elle fait la propagande de l'État. Et donc, c'est de bonne guerre, je veux dire, qui vous collent des étiquettes. Parce que finalement, ce qu'eux ont envie, c'est de faire passer cet agenda. Et que des fois, ils reprennent vos propos pour vous caricaturer. Mais est-ce que finalement, vous n'êtes pas de l'extrême droite? Voilà, je posais la question. C'est une question super naïve, mais c'est juste pour que vous puissiez y répondre et justement contrebalancer cette. Ou alors la étiquette question, que c'est vous collez. en quoi ça serait n'êtes-vous bien. pas d'extrême droite? Ça serait bien déjà d'avoir une définition claire de ce qu'est l'extrême droite. Parce qu'aujourd'hui, c'est devenu des conceptions creuses et fourre-tout. Vous voyez des gens de gauche qui sont très néocoloniaux. Hein. On se demande si c'est pas eux les extrêmes droites. Donc finalement, moi je parle avec tout le monde, j'ai pas de problème. Et si on se dit démocrate, il faut pouvoir avoir l'intelligence de pouvoir tout entendre, quand bien même ce qu'on nous aurions à entendre ne nous ferait pas plaisir. C'est le b.a.-ba de la démocratie. Donc vous parlez avec tout le monde et quand il y a eu les manifestations contre l'Evras, on vous a vu aux côtés de certaines associations catholiques, Oui. comme Civitas. Mhm. Vous avez défilé ensemble. Est-ce que ça veut dire donc une alliance catholique, chrétien, musulmane est possible dans ce genre de cas ou plus largement? Moi, je ne fais pas de différence à partir du moment où il faut sauver les meubles par rapport à nos enfants. Après, sur d'autres aspects, on aura tout le temps de se chamailler. Maintenant, on sauve nos enfants. Et après, on peut avoir tous les débats démocratiques possibles et inimaginables. On ne touche pas aux petits parce qu'on attend, en fait, on fait en sorte de créer un maximum de division pour nous faire avaler cela en tant que parents. Donc, et tomber dans ce piège, c'est le piège qui nous est tendu justement pour perdre nos enfants. Mais justement, quand on parle des enfants et en tant que parents, la bonne attitude à avoir, c'est pas de se dire, écoutez, là, je me bats contre une machine qui est un peu trop conséquente, puisqu'ils ont l'argent, ils ont les médias, ils ont les journaux, enfin, ils ont tout. Mhm. Pourquoi ne pas juste les retirer de l'école, en fait? Alors, d'abord, je passe par le biais personnellement pénal, puisque j'estime que c'est une association de malfaiteurs et qu'on sait prouver tout ce qu'on avance. C'est une association de malfaiteurs telle que définie par la loi. Et il y a enrichissement personnel des plannings familiaux. Donc, on passe à du 3 millions juste pour 2 écoles, deux zones de classe. Mais les parents ont été évincés dès le début. On les considérait comme des pressions sociales. Et on essaye de nous vendre l'Evras comme quelque chose de neutre, alors que Evras, c'est totalement militant. L'Evras n'a rien à faire dans l'école. Ouais, Et encore moins pour les petits. C'est un détail, mais alors est-ce qu'on peut vraiment parler d'enrichissement personnel Oui. si ce sont des associations qui touchent des subventions, des subsides par exemple, et non pas les employés ou les directeurs, la direction de Non, ces- c'est de ces l'enrichissement associations. personnel de ces associations même. Ah oui. Et de leur idéologie. Vous parlez de 3 millions. Mais c'est pour l'ensemble des plannings familiaux ou... Non. C'est la budgétisation qui a été faite et qui a été donnée en 2021 par les études de l'ULB, d'ULBA, ça s'appelle d'ULBA, et qui ont fait l'estimation pour... Alors, il y a 3 modèles de répartition de l'Evras. Pour l'instant, on nous vend le modèle initial minimal, à raison, je crois, de 12 heures annuelle par enfant. Et l'idéal, c'est du 65 heures annuelles.
Ça, c'est la version idéale. Et intermédiaire, on est à du 44 heures. 65 heures par semaine pour toutes les années? Non. Ou C'est vraiment annuel par enfant. Mais Par d'accord, enfant, mais cette d'accord, oui. budgétisation, elle représente quoi? Elle représente la région de Bruxelles, elle représente la Belgique, c'est 3 millions en fait. En fait, il y a 4 millions 800 000 qui ont été débloqués par la région wallonne, et il y a 1 million qui a été débloqué par Bruxelles. Mais ça, c'est pour l'instant, c'est que le début. Hein. C'est que le début. Hein. Pour, soi-disant, les 6e et les 4e secondaires, n'oubliez pas. Le but, c'est de viser, et il faut savoir que via le tronc commun, et soi-disant le pacte d'excellence, on nous met de l'EVRAS de partout dans toutes les matières. Donc c'est pas du 2 heures semaine comme on est en train de nous le vendre, de la propagande d'État qu'on nous fait. Et on s'est tout démontré. Donc c'est pour ça que je maintiens, autour de Cercle de la Boétie, c'est-à-dire de mon association qui se fait partie civile avec les avocats que nous engageons, pour que tous les parents viennent nous rejoindre et qu'on défende notre droit en tant que parents de protéger nos enfants, puisque c'est d'abord notre devoir. Avant de parler de droit, il faut parler de devoir. Et le devoir de l'école, c'est déjà d'instruire correctement nos enfants. Et lorsque l'on voit les résultats du PISA, ça ne nous réjouit pas. Et on se demande bien où passe cet argent du contribuable, hormis justement aller chipoter pour des questions secondaires et ne pas laisser les enfants grandir à leur aise. Et qu'est-ce que c'est que ce cercle de la Boétie? Pourquoi la Boétie d'abord? Ah oui, alors ça fait référence à Étienne de la Boétie, qui était un ami de Montaigne et qui parlait avec son fameux texte de la servitude volontaire, pour ne pas devenir en fait des esclaves, des esclaves consentants et qui luttent contre la dictature, et notamment contre la dictature de la bonne pensance, mais surtout comment le citoyen finalement finit par accepter l'adversité et en fait accepte sa propre prison en étant consentant à ce qu'on lui inflige. Et qu'est-ce qu'on y fait exactement au cercle de la Boétie? On y développe l'esprit critique. Et puis il y a une bibliothèque de à peu près 300 ouvrages avec de la philosophie, de la littérature, de l'histoire, des classiques. Et aussi, donc, pour faire aussi bien de la remédiation scolaire qu'un lieu intergénérationnel autour de la culture, mais aussi pour créer du contact, du lien, et par rapport aussi aux personnes précarisées et avoir un restaurant social. C'est très divers au niveau des segmentations que l'on veut aborder, aussi bien contre la pauvreté intellectuelle que matérielle, voilà. Pour nos auditeurs, l'information sur le cercle de la Boétie se trouve aussi sur Facebook. Ça s'appelle Cercle de la Boétie ASBL. Oui. Et physiquement, l'endroit se trouve? Alors, concrètement, actuellement, nous n'avons pas des bureaux, mais nous attendons sous peu, normalement, d'être du côté de Watermel-Boisfort. Nous avions nos anciens locaux près de la rue Neuve, au boulevard d'Anvers. Et voilà, donc nous avons donc de quoi faire des classes. Et pour reprendre sur l'EVRAS, c'est-à-dire qu'on va d'abord utiliser le levier juridique pour avoir gain de cause, qu'on nous retire complètement l'EVRAS des écoles. C'est ce que vous voulez au final. Oui, au final, maternelle et primaire, et que les plannings familiaux retournent à leur place, c'est-à-dire à l'extérieur. Et si ça arrive, oui. Vous avez gagné le combat, c'est bon. Ce n'est pas fini, parce qu'il faut toujours garder être sur ses gardes et avoir avoir beaucoup plus de transparence au sein d'école, et puis remonter surtout le niveau instructionnel. Donc ça serait bien que l'argent qu'on veuille allouer à l'EVRAS soit finalement donné au niveau instructionnel, quand on voit la sonnette d'alarme que tirent les professeurs, parce qu'ils n'ont pas justement assez de moyens pour donner du qualitatif aux élèves, et qu'on voit qu'en fin de primaire, on n'a pas les éléments de langage ou une orthographe nickel chrome en y sortant, en abordant le secondaire, ni le mathématique. Et puis vous voyez une ministre, Caroline Désir, qui se cache via la pandémie pour dire finalement que c'est ce qui expliquerait le pourquoi du comment, mais bien avant c'était déjà médiocre, donc bien avant la pandémie c'était déjà médiocre. Donc il faudrait déjà se poser la question s'il ne serait pas plus intelligent pour justement éviter toutes les violences sexuelles au nom de l'EVRAS et la prévention qu'on veut faire,
déjà d'interdire la pornographie, qui est vraiment une guerre faite aux femmes, dans la représentation justement égalitaire. Si on se dit féministe, il faudrait déjà interdire la pornographie. Et seulement par décret, puisqu'on est capable de le faire sur Internet via les équipes d'Alexander De Croo pour censurer soi-disant tout ce qui est fake news, ça serait bien qu'on mobilise toutes ces équipes à faire de la veille contre la pornographie qui est finalement une intoxication morale des sociétés. On peut dire que votre combat, il est au-delà de l'Evras. Mais bien C'est sûr. vraiment une restructuration de la société que vous demandez. Non, une prise de conscience. La restructuration ne se demande pas. La révolution se fait par le bas. Et déjà, la réelle révolution, c'est déjà d'élever l'esprit critique, mais surtout d'élever le niveau. Et donc déjà, si on n'a pas déjà de la nourriture intellectuelle, qualitative, c'est normal qu'on soit... Et qu'est-ce que vous recommandez pour avoir de la bonne nourriture pour l'esprit, pour s'ouvrir? Qu'est-ce que vous proposez aux gens qui nous écoutent? Qu'est-ce que vous leur diriez pour qu'ils puissent s'ouvrir à cette nourriture? Déjà, faire en sorte déjà qu'à l'école, nous n'ayons plus de téléphone portable ou des brouilleurs pour justement avoir beaucoup plus de concentration à l'école, où on fasse lire des classiques au niveau littéraire aux enfants, qu'on remette des dictées à l'école. Oui, à raison de 1 fois ou 2 fois par semaine, des dictées, d'appréhender, d'aller chercher comme à l'ancienne, je dirais, dans les encyclopédies, les définitions dans les dictionnaires, faire de la recherche, apprendre aux jeunes à faire de la recherche, parce qu'avec Internet, on est finalement superficiellement savant, on fait du copier-coller, mais on n'a rien intégré même à un niveau inconscient, parce que lorsque nous prenions des livres et que nous faisions des recherches sur des définitions, même pour faire nos exposés, quand bien même nous étions sélectifs, nous n'avions pas forcément besoin de toutes les données que nous avions, elles étaient quand même ancrées par la lecture même que nous en faisions, dans notre inconscient culturel. Donc, dans notre inconscient, c'était quelque part, nous les avions intégrés par notre propre lecture. Aujourd'hui, on voit juste un mot, on fait copier-coller, et puis on n'en parle plus. Ça entre aussi bien que ça ressort aussi vite. On peut proposer le même programme aux adultes d'ailleurs, et on peut proposer aux gens de ne pas oublier de lire des livres. Oui, lire des livres, la lecture. Ce que j'allais dire, c'est que ça commence pas par les parents, parce que finalement, vous voulez que les enfants développent un esprit critique. On sait très bien qu'à l'école, ça va pas se faire. Mais si vos parents ne vous poussent pas non plus dans ces directions, en fait, il faut que le parent soit aussi quelqu'un qui soit l'exemple, en fait, et qui soit exemplaire. Mais je suis désolé, mais il y a beaucoup de parents qui ne le sont pas. Si vous permettez, j'ai eu un grand-père kabyle qui était totalement analphabète, donc en Algérie, et qui a eu que des enfants qui ont été alphabétisés, et des grands maîtres de conférences et des personnes très instruites. C'est une question de valeur. Quelle est la valeur que l'on donne à l'école? Quand bien même les parents ne seraient pas en mesure d'aider, ça ne fait pas en sorte d'être des personnes complètement, quand je dis ça, je veux dire, inconscientes. Mais quand je dis ça, je comprends très bien l'exemple du grand-père kabyle, mais le grand-père kabyle, il a mis les mains dans la terre, il a fait grandir des choses, il a construit sa maison. Enfin, c'est quelqu'un qui a une intelligence qui peut être bien supérieure à une intelligence du livre. C'est pas ce que je veux dire, c'est que il y a quand même une partie des parents qui sont devant la télévision, qui écoutent tout ce que la télévision a à leur dire. Oui. Et donc les parents, il va écouter Radia, il va regarder la télévision, il va regarder RTBF, Radia, islamiste, extrémiste, de droite, machin, etc. Et il va le croire. Tout son esprit critique se résume à ça. Et d'ailleurs, on l'a vécu pendant le Covid, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont été exclus de leur famille parce qu'ils pensaient autrement. Donc vous voyez ce que je veux dire, c'est que, in fine, le problème il est bien plus profond que l'école en fait. L'école n'est jamais qu'une conséquence d'une cause bien plus profonde, qui est une dégénérescence complète de nos sociétés. Je pense que déjà, tout est politique. Être un citoyen, c'est être un politique. Est-ce qu'il y a un autre aspect? Là, je ne voudrais pas être décourageant, mais disons, je vais vous provoquer un petit peu aussi. Dans votre combat, pour mener votre combat, il faut arriver à se faire croire que l'école veut lutter contre la pornographie, alors que manifestement, elle veut plutôt la promouvoir. Il faut aussi arriver à se faire croire que l'école veut arriver à former des élèves qui sachent lire, écrire et compter correctement.
Apparemment, j'ai pas l'impression que ce soit le cas. Alors dans ce cas, comment est-ce qu'on fait dans quelle hallucination on vit pour prétendre lutter contre ces moulins à vent? Je ne sais pas, je dirais juste qu'il faudrait remettre chacun à sa place et puis que le citoyen se réapproprie pleinement son devoir citoyen, c'est-à-dire de s'intéresser à la politique, puisqu'il l'en fait d'une manière consciente ou inconsciente. Même son désintéressement est politique, puisque s'il déserte ce champ, les autres s'attellent à faire de la politique, mais pour lui, contre lui. Oui. C'est là où justement je trouve votre idée derrière le cercle de la Boétie intéressante, parce que c'est une association qui recrée du lien social, premièrement. Vous proposez, vous avez dit, de l'instruction, de l'aide aux devoirs, etc., etc. Et je pense, alors ça c'est juste personnel, hein, ce que je veux dire, c'est une opinion, que finalement se battre contre une machine qui a l'argent, le pouvoir, la justice, contre Evras, ça va vous prendre beaucoup d'énergie, alors que vous devriez plutôt essayer de semer des graines, de faire une contre-école, entre guillemets, voilà. Oui, nous avons dans le cercle d'Aboétie le projet d'école. Nous avons au cercle d'Aboétie le projet d'école, c'est déjà dans les statuts depuis 2020. D'écoles privées, que ce soit du maternel, du primaire, du secondaire et du supérieur. Mais nous cherchons des professeurs, un peu des bénévoles dans un premier temps. Mais oui, de toute façon, c'était déjà dans l'ADN du cercle de la Boétie. Mais je pars du principe qu'on ne rendra pas les armes tant qu'on n'aura pas fait d'abord, qu'on ne sera pas passé d'abord par le biais juridique. Nos enfants n'ont pas de prix et donc ça prendra le temps, la mobilisation et l'énergie nécessaire. On ne se laissera jamais spolier de notre autorité parentale et encore moins de nos devoirs et de notre droit citoyen. Mais le biais juridique dont vous parlez fait partie du système que vous contestez. Donc est-ce qu'on arrive aussi à contourner ça? Ça, c'est comme une énorme machine, comme on vient de le dire. Est-ce que vous êtes quand même motivé et confiante à faire une vraie procédure juridique pour arriver à vos fins? Vous y croyez? Oui, j'y crois. Maintenant, que nous ayons gain de cause ou non, de toute façon, on aura quand même gain de cause, quoi qu'il arrive. Et le dernier plan, c'est de retirer nos enfants de l'école, c'est très clair. Ah bah justement, j'allais revenir, je suppose que vu que vous connaissiez un peu ce domaine-là, il y avait eu à l'époque, il me semble que c'était en 2013-2014, suite à un programme développé c'était pas elle qui l'avait développé, mais Najat Vallaud-Belkacem. Oui. Vous vous rappelez de ça? Oui. Il y avait eu Farida Bilagou qui avait proposé les JRE. Oui. Donc c'était les journées de retrait d'école. Oui. Ça avait marché du tonnerre. Oui. Pourquoi il n'y a pas de ce genre d'organisation qui est faite Ah oui, nous serons beaucoup plus radicaux que les JRE de France. Hein. Je vous le dis sincèrement. Ce sera les MRE. Non, on ne va pas faire ça quelques jours par an. Hein. On va le faire vraiment. Donc, soit le gouvernement comprend bien qu'il doit bien tenir à sa place et les élections approchant et n'étant pas des Alzheimer, on a une excellente mémoire. Et donc, il faut qu'il fasse vraiment attention. Il faut savoir aussi que j'ai été reçu par le président du Parlement dernièrement. Ça, c'est intéressant. Monsieur Foueda Haidar. Et on avait évoqué l'Evras et en ayant montré la documentation, il a été effaré que les parlementaires aient voté cela. Puis il m'a promis de faire le nécessaire pour au moins leur aborder le sujet, pour en toucher un mot. Alors, ce à quoi il a eu le droit, c'est la vindicte parlementaire que vous savez, parce qu'il a pris aussi bien position par rapport à ce qui se passait au niveau de l'injustice en Palestine. Mais c'est surtout, en réalité, je dirais, les Vras qu'on essaye de noyer le poisson, puisque tous les partis politiques ont voté pour. Et c'était une manière, il n'a pas été chassé, c'est lui qui a donné donc sa démission, parce que justement, je compte bien travailler avec M. Foueda Haidar. Ça, c'est un autre volet. Pour nos auditeurs, expliquer qui il est, parce qu'on a toute la... Alors, il est le président du Parlement bruxellois du côté néerlandophone et du parti Vooruit, qu'il a quitté récemment pour faire justement sa propre liste électorale. Voilà. Et donc, en ayant soutenu les citoyens tels que nous pour faire nos doléances concernant les Vras, vous voyez que Madame Caroline Désir a appelé sa présidente pour lui dire, et ça j'ai les preuves en vidéo, pour lui dire, mais pourquoi vous les recevez? Et après, Madame Caroline Désir se dit vouloir parler à tous les citoyens, à moins que je ne sois pas une citoyenne. Alors là, il faudrait
nous expliquer pourquoi, finalement, moi je n'ai pas peur du débat, j'invite, si elle nous entend, Madame Caroline Désir, comme Madame Barbara Tract, comme la ministre de la Santé, à venir débattre avec moi. Il n'y a aucun problème, je suis très démocrate. Oui, mais on Voilà. est dans des questions très très subtiles, puisque justement la logique, c'est pas de liberté pour les ennemis de la liberté, dont manifestement vous faites partie. Donc il faut être un peu compréhensif. Ouais. Non, puisque je pars du principe que ce sont les citoyens qui sont souverains et que eux ne sont que finalement les vice-présidents. Les présidents sont les citoyens. Et ils doivent être à notre service et non le contraire. Donc quand le citoyen se réappropriera... En théorie, ça Non, devrait non, se non. passer. Il ne faut pas déserter ce champ en tant que citoyen. C'est de notre faute, quelque part, si nous en arrivons là. Tout est psychologique bien avant d'être politique. Aussi pécuniaire. Hein. Je veux dire, faut le levier de l'argent, quoi. C'est-à-dire Pas obligé. ça aide quand même. Je vous conseille via la Boissier de créer une banque qui recevrait beaucoup d'investissements. Et du coup, ça vous ouvrirait bien les portes. Non, mais pour revenir à un sujet sérieux, à part Monsieur Farid, y a-t-il d'autres, on va dire, courants politiques qui ont été d'accord de vous recevoir? Aucun. Rien. Aucun. Comment vous expliquez ça, que tous les partis politiques ont voté au Parlement Je pense qu'ils ont aussi une méconnaissance de l'ADN même de ce qu'il y a derrière. Alors, il y a un certain tableau assez lisse qu'on nous présente, mais ils n'ont pas en tête la philosophie des associations qui y sont derrière. Et quel est leur leitmotiv? Leur leitmotiv, c'est l'électorat, donc se faire voter, trouver des fonds pour pouvoir justement être élu et faire campagne. Et peut-être que, on va dire, tout ce qui est lobby LGBT leur propose des sommes d'argent qui sont intéressantes. Donc, ça s'appelle le lobbyisme, c'est-à-dire que quand vous avez la même chose au Parlement européen, où c'est la plus grande place de lobby après Washington, c'est des gens, des avocats qui sont grassement payés pour faire plier les gens dans le sens des lois que eux veulent voir être votées. C'est vrai que quand on fait une recherche sur le mot Evras, on tombe sur toutes les informations, que si on ne cherche pas plus loin, on a l'impression de faire face à un protocole vraiment bienveillant qui est là pour protéger nos enfants, etc. Et c'est bien triste que nos parlementaires ne vont pas plus loin dans la recherche, se contentent. On aurait espéré quand même qu'ils prennent en main ce protocole et lisent je ne sais pas combien de pages, c'est quand même assez développé de le lire, de réfléchir sur la chose et pas juste s'informer sur les déclarations très superficielles et très positives sur l'Evras. J'ai eu, il y a quelques années, en face de moi, le baron et parlementaire Francis Delperré, que j'avais rencontré donc, dans le tram 44 et où j'avais abordé directement l'Evras avec lui. Et lui, il était contre, mais il m'expliquait que c'était pas normal du tout, mais que vraiment c'est... Et aussi, j'avais rencontré Madame Céline Frémaux en 2019 sur le parvis donc, de la place d'Ailly au marché. Alors, ils étaient tous en train de faire campagne à cette époque-là. Et je lui ai abordé le cas de l'Evras et vraiment j'ai été discréditée en tant que parent. Je lui ai dit mais c'est pas possible, mais est-ce que les parents ont été concertés? Quand même on parle de nos enfants ici, mais elle m'a dit mais les parents n'en ont cure de leurs enfants et puis les laissent devant la pornographie. Écoutez madame, c'est comme ça et ce n'est pas autrement. Alors ça me fait bien rire parce que le CDH à la base a été un frein justement pour l'Evras, mais a cédé finalement. Maintenant, il s'appelle Les Engagés, il faut le savoir. Tout le monde s'est reconverti dans autre chose, donc, pour essayer de brouiller les pistes. Donc finalement, on retire, c'est-à-dire que là, on est arrivé à un seuil, c'est-à-dire pour moi, personnellement, c'est le dernier tournant. Il ne faut pas le rater, ce coche, en tant que parent. Sinon, vous aurez perdu vraiment vos enfants définitivement. C'est-à-dire que là, c'est un bras de fer entre les lobbies de planning, le lobby de planning familial, qui met la main mise à travers différentes associations LGBT et ultra-féministes sur l'école, rentre dans les écoles et impose, et quand bien même elles ne seraient pas à l'intérieur des écoles et on utiliserait le PMS ou le PSE, impose toute leur doctrine et évince
la vision, c'est-à-dire les autres discours alternatifs concernant les VRAS, la labellisation est dictatoriale et contraignante. En plus, il y a un discours qui est officiellement très très ambigu sur la pornographie, puisqu'il s'agit de sensibiliser pour protéger les enfants, les adolescents contre la pornographie. Or, sur un plateau de télévision, on voit... Alors j'ai oublié l'identité du type qui posait la question à une femme blonde qui était ministre, et j'ai oublié son identité aussi, mais je pense on peut trouver on mettra la vidéo dans les liens. Il posait la question officiellement sur une chaîne de télévision belge de ce qu'on voulait dire par les aspects positifs, les apports positifs de la pornographie. Évidemment, la femme sur le plateau a complètement esquivé la question. Donc d'un côté, il y a l'argument, l'alibi de la protection, puis de l'autre côté, une promotion de l'aspect positif de la pornographie. C'était Bénédicte Linard, il me semble. Ça devait être ça, oui. Merci. Oui. Non, mais après, il y a une espèce de, on va dire, vous êtes dans un paradigme qui est un paradigme un peu, on va dire, classique et traditionnel. Et ici, en tout cas en Europe, on est dans un paradigme qu'on dirait moderne, ou certains diraient même de post-moderne. C'est-à-dire qu'on est dans une dégénérescence accélérée, avec une fuite en avant sur tous les sujets. Finalement, est-ce qu'il est possible, je veux dire, d'avoir une possibilité de retour sur un paradigme un peu plus traditionnel, ou est-ce que c'est pas une espèce d'utopie de penser qu'on va y arriver? Je veux dire, est-ce qu'il y a un terreau fertile en Europe pour revenir à une société qui est dite traditionnelle? Voilà. C'est un peu dur comme question. Je pense que oui, parce que en réalité, nous sommes la majorité silencieuse. Bon, personnellement, je ne suis plus silencieuse depuis longtemps. Mais... Et vous n'êtes pas la majorité pour autant. Oui, mais je pars du principe... Non, il y a beaucoup de parents qui se taisent, justement, qui acceptent cela avec un certain fatalisme ou parce qu'on est pris dans notre routine de tous les jours à un niveau, c'est-à-dire matériel, à savoir comment on va faire, où on fait confiance à l'école et on se dit, voilà, maintenant je dois bosser, j'ai plein d'autres engagements, je dois travailler, donc c'est métro, boulot, dodo, on a le temps de rien. Et en fait, on n'a pas réellement le temps de se poser pour pouvoir déléguer. Il aurait fallu déjà avoir été consulté, ce qui n'a jamais été le cas. Et on ne peut pas se résigner à consulter qu'un membre de la FAPO ou du CEGEC pour se donner bonne conscience. Pourquoi les fédérations de pouvoirs organisateurs musulmans n'ont pas été convoqués, n'ont pas été invités? C'est-à-dire que finalement, on parle matin, midi, soir de non-discrimination, mais je pourrais tout autant renvoyer la discrimination que l'on fait à notre égard. Pourtant, je n'ai pas envie de rentrer dans cette boîte de discrimination, mais quand bien même elle serait évidente. Est-ce que des associations catholiques, par exemple, ont été invitées à ces Alors, vous avez le CEGEC qui a été là. CEGEC faisait... CEGEC qui est donc, en fait, les fédérations d'enseignement catholique qui ont mis en place aussi de l'EVRAS dans, justement, les écoles dites catholiques qui avaient recours à leurs prestations. Et donc, ce qui dérange en réalité, parce que encore en 2017, vous aviez l'UFAPEC, les associations de parents des écoles catholiques, encore en 2017, qui faisaient frein et barrage à la labellisation qu'on considérait comme contraignante, puisque vous aviez les plannings familiaux qui nous appellent, nous, en tant que parents qui sommes pour une approche de considérer la vie comme primordiale ou sacrée, que nous soyons humanistes, catholiques, chrétiens, musulmans, peu importe, que vous ayez, je veux dire, mis une valeur sur la vie, on est considérés comme des anti-choix pour les pro-IVG. Donc maintenant, on nous appelle les anti-choix. Et on nous appelle aussi par les lobbies LGBT et les ultra-féministes les hétéronormatifs, les hétérosexistes. Et donc, faut le comprendre que on veut nous changer complètement la société. Et moi, je pars du principe aussi que les lobbies LGBT vont beaucoup trop loin maintenant, puisque au nom de leur atypisme ou de l'atypisme de certaines branches, on va dire peut-être trans ou quoi, on dit que l'hétéronormativité, en fait, c'est une norme culturelle, mais elle ne le sera pas de tout temps. Donc le but, c'est bel et bien, par le biais sociologique, de transformer la société et de prendre en otage la tête de nos enfants en faisant de l'endoctrinement à l'intérieur de nos écoles. D'ailleurs, c'est une revendication du CAL de rendre l'école obligatoire à partir de 3 ans. Et ce n'est pas pour rien. Non, mais donc, dans ce que vous dites, moi je vous entends, j'ai l'impression que vous croyez encore au grand soir. Pour reprendre une terminologie de gauche, vous attendez encore au grand soir, or que je ne le vois pas. Vous expliquez aussi ici, à juste titre, de dire que
vous considérez la vie sacrée. Mais déjà, si vous regardez la démographie en Europe, il y a plus de génération qui est en train de se faire. En fait, ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'on rentre dans un cycle qui est un cycle de dégénérescence, et qu'aller à contre-courant de ce cycle, vous allez y laisser des plumes. C'est-à-dire que moi, je suis beaucoup plus pessimiste que vous. C'est-à-dire que je ne pense pas qu'il va y avoir le grand soir, j'y crois pas du tout. Je crois que ça va mal se finir, toutes ces histoires, et que justement, ceux qui s'y opposent, et de manière frontale, ça risque de mal se passer pour eux. Voilà. Je suis un peu inquiet pour vous. Voilà. Ben, sincèrement, quand on voit ce qui se passe dans le monde, on comprend bien à quel point la vie est fragile. Et de toute façon, il y a une évidence, quelle que soit au-delà de toutes nos confessions, sur laquelle on est d'accord. La mort est inéluctable à chacun d'entre nous. D'accord ? Ah bon ? Oui. Il y a des gens Non, qui pas sont pour Laurent d'accord. Alexandre. Voilà, oui. Par exemple, voilà. Et donc, comment dire, il y a deux solutions. Soit vous décidez de vivre comme un esclave, soit vous décidez de vivre comme un être libre. Oui, mais être libre, c'est chiant. Ah oui, mais le fatalisme Être esclave, ambiant. c'est facile. Attends, mais bon, la liberté, On vous donne la liberté, moi je suis français, elle est inscrite, c'est la devise de la République. Alors que demander de plus La liberté, mais peut-être la compléter pour qui ? Pardon, j'ai utilisé des gros mots. Les intervenants me le font remarquer. Excusez-moi mon langage grossier. Non, mais pour en revenir à ce qu'on était en train de dire, c'est vrai, voilà, donc on est vraiment dans une chute là. Et donc, où on va ? Alors, le cercle de la Boétie, c'est pas mal. Y a-t-il d'autres, on va dire, choses que vous mettez en place justement pour arriver à convaincre les gens de venir vous rejoindre dans votre cercle ? D'ailleurs, vous êtes combien ? Il y a plein de personnes en fait qui souhaitent me rejoindre, mais justement comme je n'ai pas encore les locaux, c'est pas toujours évident. Sinon, nous sommes 2 à la base, et j'ai eu déjà des soutiens de beaucoup de parents qui nous envoient donc de l'argent pour payer les avocats. Donc à peu près maintenant, bon, on n'a pas collecté beaucoup, mais je pense aussi c'est parce que bon, j'ai pas encore balancé la vidéo, historique sur tout ce qui s'est fait en 10 ans sur l'Evras, et montrer aussi l'envers du décor. Puis j'appelle tous ceux qui contestent ce que je dis à venir m'attaquer en justice. Je me ferai un plaisir de leur répondre, et puis on verra à la fin qui gagnera, c'est-à-dire dans le sens où en termes d'arguments et en termes de preuves. Très bien, c'est aussi l'occasion de relancer les parents, de vous soutenir et soutenir votre association. Oui, oui. Non, on peut me joindre en tout cas sur mon mail de l'ASBL, cercle Boétie en un mot, cercleboetie, @gmail.com, pour tous ceux qui veulent nous rejoindre. Et voilà, on vous expliquera. Déjà sur ma chaîne YouTube, Omri, j'ai fait des vidéos explicatives et dans les lives aussi. Et donc voilà, maintenant actuellement, je m'attelle vraiment sur le dossier Evras, mais j'aimerais aussi pouvoir mettre en place au Cercle de la Boétie une soupe pour tous, puisque on voit bien avec le froid et tous les précarisés qui sont à la rue, tout ce qui se passe, on ne peut pas rester insensible, il faut pouvoir mettre quelque chose en place. Et l'idée, c'est que voilà, qu'il y ait des citoyens qui donnent un peu de leur temps et qu'on fasse un relais pour faire un peu des soupes, un lieu convivial. Je vous dis, tout dépend du lieu, donc on est un petit peu... Mais on peut rassurer les gens en disant que le Cercle de la Boétie, c'est une vraie structure, parce qu'on vous voit souvent faire des vidéos dans la voiture. On se dit, tiens, elle est toute seule dans sa voiture, qu'est-ce qui se passe et tout. À moins que ce soit un concept, peut-être une idée de se filmer en voiture, peut-être un concept féministe qui nous prouve qu'une femme... Peut-être ultra-féminisme. Non, je suis pas ultra féministe. Non, on avait compris. Qui nous prouve qu'une femme sait bien rouler, qu'elle peut faire 2 choses à la fois, je ne sais pas, c'est un concept. Oui, mais les femmes, elles ne sont pas séquentielles comme les hommes, voyons. Mais justement, en parlant de... Séquentielles, ce sont les hommes qui sont séquentiels. Nous sommes multitâches, très chers. En parlant d'ultra-féministes, vous les citez souvent, oui. Vous dites souvent ultra-féministes et vous êtes opposé à ça. En tant que femme, qu'est-ce que c'est que qui sont-elles, ces ultra-féministes, et qu'est-ce qui vous oppose à elles ? Alors voilà, c'est très bien de revenir dessus parce que j'estime que les mots ont leur importance et donc je suis profondément féministe. Ce que je rentre dans le féminisme à la base, c'était déjà une lutte à un niveau matériel. C'est-à-dire d'avoir les mêmes droits au niveau salarial, au niveau du travail, d'ouvrir son compte bancaire. Moi, je trouve qu'on a basculé, justement, l'avortement, ce sont des ultra-féministes. Parce que je pars du principe, quand vous analysez bien, ça arrange qui, en fait, l'avortement ? Est-ce que ça arrange vraiment la femme ? Ou ça arrange l'homme qui part, qui n'assume pas ses responsabilités ? Et aussi, le discours ambiant qu'on vend
le travail de la femme à l'extérieur, bien que je sois pour, il n'y a pas de problème, comme sa propre liberté quand on voit toujours le décalage salarial qu'il y a. Donc ça sert le capital. Donc être ultra-féministe, c'est être un oxymore de l'humanisme. Parce qu'on ne donne pas de statut au fœtus. On parle du droit de la nature. On parle du droit de tout pour pouvoir défendre ceux qui ne peuvent pas parler. Le fœtus, quel est le statut qu'on lui donne en réalité ? Les ultra-féministes font tout pour qu'on ne lui donne aucun statut. Alors vous avez des couples qui perdent un enfant, mais qui n'a que quelques semaines de vie et qui aimeraient pouvoir l'enterrer. Et là, au niveau de l'état civil, on doit pouvoir le marquer comme enfant mort-né, par exemple. Et ça pose un problème pour les ultra-féministes. Parce que le faire, c'est donner un statut d'être humain, en fait, au fœtus, au bébé. Et donc, ça remet directement en cause la manière de... Il n'y a aucun humanisme à avorter, pour moi. Il n'y a aucun... Puisque on parle du droit de la femme. Mais à partir du moment où l'enfant est conçu dans l'utérus de la femme, il est quand même le fruit de deux entités, non ? Et donc, il a son cœur qui bat au bout de quelques semaines. Alors, moi, j'estime que c'est un infanticide. C'est un infanticide, sauf qu'on nous le vend comme quelque chose de très léger, d'une manière inconsciente, qu'on nous distille depuis 50 ans. On en parle comme des vérités de toujours. Bien sûr que l'avortement est une exception. Et ça, oui. Et de cette exception, on l'a généralisé jusqu'à le faire sortir partiellement en 1990 du code pénal. Et aujourd'hui même, on fait tout pour le sortir complètement, entièrement du code pénal. Et l'EVRA, c'est un outil de propagande pro-IVG à l'intérieur des écoles pour faire cette propagande à l'IVG et ensuite avoir des résultats, mais pour dire, voyons, vous voyez toutes les personnes qui avortent. On ne peut pas gérer tout ça. Eh bien, vous n'allez pas quand même nous pénaliser indéfiniment. Sortez-le définitivement du code pénal. C'est ça qui est visé. Encore plus loin, puisqu'il y a des gens, un type qui s'appelle Peter David Singer, qui va jusqu'à promouvoir l'avortement à 9 mois, jusqu'à terme, voire ce qu'il appelle l'avortement post-natal. Voilà. Donc, là, c'est un vaste sujet. On est à 1 heure. Je pense qu'on ne va pas se lancer dans le sujet. Non, c'était juste pour préciser qu'effectivement... Ce serait intéressant de faire peut-être une émission spécialement dédiée à ça, parce que moi, je vous opposerais tout simplement le fait que nous sommes dans une société moderne, et à partir du moment où vous avez le droit d'aller dans un club échangiste, organiser des orgies avec je ne sais pas combien de personnes, qu'adviendra-t-il de l'enfant ? Donc, il faut aussi reprendre, comprendre le paradigme des gens qui se mettraient pour l'IVG. Moi, je fais toujours la même chose, j'ai toujours me mettre dans la tête des gens qui le défendent. Mais bon, on va pas... On parle que de droits et les devoirs. Ah, ça c'est une toute autre question. J'ai une dernière question pour Radia quand même, parce qu'il faut rester un peu optimiste. D'ailleurs, vous l'êtes, par rapport à ce que disait Lamine. Pour éduquer, pas seulement les enfants, mais surtout les parents, est-ce que vous avez des livres de référence, des choses qu'il faut absolument lire ou connaître pour comprendre un peu tout ce sujet, un peu pour aborder tout ce dont on parle ? Est-ce qu'il y a vraiment des références, des choses incontournables qu'il faut lire, selon vous ? Franchement, je ne saurais pas dire. Il n'y a pas besoin de lire. Je pense qu'il y a surtout besoin de se parler et d'échanger entre nous les visions, être dans le débat démocratique les uns avec les autres, que nous soyons d'accord ou pas d'accord. Et c'est comme ça qu'on va évoluer sur réellement déjà un paradigme cohérent pour tous. Mais on ne peut pas faire des lois, voter des lois en faisant de l'opposition contrôlée à la télévision de la RTBF, mais en ne nous invitant pas quand on a demandé notre droit de parole, notre droit de réponse. Je tiens quand même à dire qu'il y a quand même des lectures de référence. J'en tiens un en main, qui est Kinsey, la face obscure de la révolution sexuelle, qui a été écrite par Julie Reichmatt. Je conseille nos auditeurs vraiment de le lire, parce que là on va vraiment dans la cause de ce qui se passe aujourd'hui, dans la révolution sexuelle. J'invite aussi les gens à aller écouter Ariane Bilran, Marion Sigaud et Farida Belroul, qui ont fait un boulot absolument gigantesque pour comprendre toutes les escroqueries de tous ces programmes qui ont été faits. Je voulais rajouter quelque chose, puisque ça me vient en tête. Les analyses sociologiques sur lesquelles beaucoup de personnes qui promeuvent l'EVRAS se basent, c'est sur Michel Boson, la sociologie de la sexualité, qui a été faite notamment... il y a une conférence de 1h30 qui a été faite à Lyon en 2010, et il explique en fait qu'il avait fait des études sociologiques sur la sexualité donc des Français, 65 millions d'habitants,
et que l'échantillon était de 12 000 personnes par téléphone sur 45 minutes. Et de 18 ans, c'est très important, de 18 ans à 59 ans. Alors, beaucoup de pro-Evras ont glissé là-dessus, se sont basés sur cela, mais pour nous faire avaliser le côté pour les enfants. Donc, il est très intéressant à écouter. Vraiment, c'est passionnant. Mais il dit bien que la sociologie a pris le pas sur la santé. Nous mettrons peut-être quelques références sous cette vidéo, sous ce podcast. Et, en attendant que votre vidéo que vous êtes en train de préparer sort, nous vous remercions pour cette discussion intéressante aujourd'hui. Pour les auditeurs, vous pouvez approfondir ce sujet en consultant les informations partagées par Radia ou Lepsir sur ces réseaux. Et avant de nous quitter, à moi de vous encourager de nous retrouver sur les plateformes YouTube, Odyssée et les réseaux sociaux Facebook et Telegram. Venez vous abonner, liker et partager nos contenus. Si vous n'avez pas encore fait, inscrivez-vous aussi sur notre site web artemus.info avec votre adresse mail pour qu'on puisse vous informer de nos prochaines conférences et activités. Merci.